Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir ce matin d'accueillir Monsieur Jean Lemire, émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec. C'est un titre qui résonne aux oreilles de l'Institut nordique du Québec, vous l'aurez deviné, et on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble avec Jean dans quelques dossiers. Jean Lemire se passe presque de présentation puisque ses talents de communicateur scientifique, de cinéaste et de photographe sont reconnus mondialement. Mais je prends quand même un petit moment pour résumer son parcours. Quelques années après avoir obtenu son diplôme de biologie de l'Université de Sherbrooke, Jean a entrepris de sillonner les océans de la planète pour sensibiliser les populations aux grands enjeux environnementaux. Aujourd'hui, ça fait presque 20 ans maintenant qu'il a complété sa première expédition à bord du fameux voilier Sedna 4. Il y a eu plusieurs expéditions et j'en passe, dont la mission Antarctique, le passage du Nord-Ouest et un tour du monde en 3 ans pour traiter de l'état de la biodiversité mondiale en collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique de l'ONU. Avec toute l'expérience et la reconnaissance que Jean a acquis au fil des ans, sa nomination à la fonction d'émissaire en 2017 témoigne, je pense, très bien de la volonté du Québec de contribuer aux efforts internationaux pour trouver des solutions durables aux défis planétaires et aussi de mettre en valeur l'expertise québécoise en matière de recherche nordique, ce qui rejoint évidemment très bien la mission de l'INQ. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à M. Jean Lemire. Alors bonjour, merci Jean-Éric, merci à toute l'équipe de l'INQ. Grand plaisir de vous retrouver ce matin. Écoutez, on vit, je pense, une période particulière. Comme Jean-Éric le disait, j'ai passé une grande partie de ma vie à m'intéresser aux grandes questions environnementales. J'ai décidé en 2017 de faire le saut et devenir un espèce de consultant, si on peut, pour le gouvernement, en acceptant le poste d'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques. Pourquoi? Bien honnêtement, parce que je pense que je pouvais, dans ces nouvelles fonctions, peut-être influencer certaines décisions. Et comme vous le voyez par mon parcours, j'ai toujours accordé une très grande place aux enjeux nordiques et arctiques. Et donc, je trouvais que le Québec devait être mieux connu sur la scène internationale. Alors, en ce moment, on est vraiment dans un changement peut-être de paradigme parce que l'environnement est devenu vraiment un thème transversal. Ce que j'ai décidé de vous présenter ce matin, c'est ce que vous ne pourrez pas apprendre sur les bancs d'école ou dans vos postes d'étudiants de maîtrise ou de doctorat. C'est un peu les coulisses de ce qui se passe à l'international présentement. J'ai le privilège d'être un négociateur pour les États fédérés, entre autres en biodiversité, et je suis bien sûr les négociations dans le domaine de la lutte au changement climatique. Alors, on peut commencer. Bon, évidemment, comme le disait Jean-Éric, une carrière à sillonner les océans. Certaines grandes missions, la réussite du passage du Nord-Ouest en 2002 dans une grande mission qu'on appelle mission Arctique. C'est intéressant. 2002, ça a été pour nous une bataille épique contre la glace pour réussir le passage du Nord-Ouest. Pour vous donner une petite idée, nous étions le 7e voilier de l'histoire à réussir le passage du Nord-Ouest en une seule saison. Nous sommes retournés dans l'Arctique 13 ans après, en 2015, et nous étions vraiment en eau libre, même date, même endroit. Et ça a été pour nous un choc, malgré les variations qui peuvent se produire d'année en année. Vous le voyez bien, la tendance est évidemment avec une disparition assez rapide de la glace. Il y a des trucs que j'ai vus en, en 2012 qui n'existe plus. Si vous retournez dans l'article aujourd'hui, évidemment, c'est un décor complètement différent. Après cette première mission, l'envie d'aller plus loin encore, et donc la mission Antarctique, où nous avons passé 430 jours en isolement avec une équipe constituée principalement, évidemment, de membres d'équipage, de cinéastes,
mais aussi beaucoup de scientifiques, beaucoup de relevés scientifiques à la fois durant notre parcours pour se rendre et pour revenir, mais également lors de l'hivernage qui a duré quand même 9 mois en isolation complète dans des conditions d'autarcie vraiment particulières, je dirais. Ensuite, 2012 à 2015, 1000 jours pour la planète, ce tour du monde sur 3 ans pour aller vérifier l'état de la biodiversité. Et bien franchement, le but premier était d'aller chercher les meilleures histoires pour donner un portrait très encourageant de la situation. Et force a été de constater qu'on devait également dénoncer beaucoup. Et cette série télévisuelle a pris un tournant beaucoup plus alarmiste que je l'avais prévu au point de départ, mais je pense qu'elle était surtout réaliste puisqu'elle montrait la réalité de notre surexploitation, je dirais, des ressources de la Terre. Donc, après 25 ans à parcourir la planète, il y a des constats, évidemment, qui sont évidents, certainement pour moi. C'est sûr qu'en ce moment, l'exploitation des ressources naturelles que l'on fait un petit peu partout, bien évidemment, notre demande, ce que l'on va chercher des ressources de la Terre, excède vraiment les capacités de production de la planète. Je ne vous apprends rien, bien sûr. Durant toute cette période, l'humanité a vraiment prospéré, mais vraiment au coût énorme sur les ressources naturelles. Donc, il y a un déséquilibre en ce moment. Et on est dans une situation où il y a un risque réel. Encore une fois, je ne vous apprends rien, bien sûr, mais puisque j'ai décidé de vous présenter un peu les coulisses des négociations à l'international, vous allez voir que j'ai dû, moi, adapter mon langage beaucoup pour utiliser des termes qui touchent souvent les dirigeants de la planète, des termes comme prospérité, par exemple. Parce que vous le savez, l'économie est souvent au cœur des grandes décisions et donc le rôle d'influenceur devient parfois frustrant, il faut le dire, et certainement difficile. Heureusement, je suis entouré d'une équipe formidable qui nous permet d'avancer. On travaille évidemment avec plusieurs ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, mais aussi d'autres ministères à caractère plus économique. Et donc, il y a un travail de fond qui est fait au niveau local, mais surtout dans mon cas, au niveau international, puisque mon mandat ne touche pas les questions locales ici, mais bien les questions internationales. Comme vous le savez, évidemment, notre survie dépend de la nature. De plus en plus, on a l'impression que les humains, on s'est mis un peu au-dessus de cette nature et on a peut-être oublié les bases de la vie. Hein. On fait partie de ces écosystèmes, on est partie prenante de ces grands systèmes et il faudra revoir notre relation avec la nature pour être certain que nous aurons un futur à offrir en legs aux générations futures qui sera prospère, mais prospère dans tous les sens du mot. Cette grande aventure de 25 ans, je l'ai un peu résumée dans mon dernier livre, L'Odyssée des illusions, et c'est intéressant parce que en cours de rédaction, je me suis rendu compte que plus j'avançais dans ma réflexion et plus la conclusion de ce livre était euh, plus économique qu'environnementale quelque part. Parce que ce que j'ai remarqué beaucoup à la rencontre de ces peuples un petit peu partout, c'est que pour nous, euh, bien sûr, les questions environnementales sont une priorité. Mais pour la masse, pour la majorité des gens qu'on a pu croiser au cours de toutes ces expéditions, la priorité en se levant le matin, c'est de trouver de la nourriture pour les enfants. Et ça, c'est important de le comprendre parce que on ne peut pas penser qu'il y aura des grandes victoires en environnement sans une plus grande justice sociale. Et pour moi, ça a été peut-être la grande conclusion de cette réflexion sur ces 25 dernières années. Il faudra, surtout si on est en train de vivre un changement de paradigme important, avoir une période de transition qui sera juste et qui devra inclure vraiment la masse. Et on a souvent tendance à penser que nous sommes la masse, mais absolument pas. On le voit bien quand on parcourt le monde, que les priorités un peu partout sur la planète sont vraiment sur remplir ces besoins
quotidien, nourrir les enfants le matin. Donc, selon moi, il n'y aura pas de grande victoire en environnement si nous n'arrivons pas à avoir une transition qui fait une place plus grande à la justice sociale. Évidemment, notre portrait, notre relation avec la nature dresse un portrait qui est un peu catastrophique. Vous avez vu les derniers rapports de l'IPBES, par exemple. On le voit bien, là, les milieux terrestres et les milieux marins sont sévèrement altérés par nos actions. Il y a de plus en plus d'espèces qui vont rentrer sur la liste des espèces menacées d'extinction. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir la rapidité avec laquelle tout cela s'opère. Par exemple, en 2016, on avait une plante sur 5 environ qui était menacée d'extinction. 4 ans plus tard, on est à 2 plantes sur 5. On le voit bien, ce rythme-là est insoutenable et nous devrons repenser cette relation avec la nature. Les espèces exotiques envahissantes également connaissent une progression fulgurante et c'est un sujet qui peut paraître abstrait, mais il est très important puisqu'il vient chambouler l'équilibre de plusieurs écosystèmes. Très important, vous le savez, nous sommes dans une démographie grandissante et il faudra bien sûr penser à la qualité de nos sols. En ce moment, on voit une dégradation des sols qui est extrêmement importante et donc il va falloir se concentrer davantage sur une plus grande productivité de nos sols, une meilleure santé, en fait, je devrais dire, de nos sols. Cette expansion agricole que l'on voit, elle se fait bien sûr au détriment des forêts et on va le voir, les forêts, les océans, les prairies sont des puits de carbone qui sont essentiels, surtout dans cette période de crise climatique majeure. Les milieux humides, également des puits de carbone formidables, sont en perte de vitesse un peu partout sur la planète. Nous continuons à rejeter des eaux usées dans l'environnement. Je pense que c'est vraiment des victoires qui sont accessibles pour nous. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on se rend compte que les terres qui sont gérées, les territoires qui sont gérés par les peuples autochtones, subissent une dégradation moins rapide que les autres territoires. Et ça, c'est important parce que nous devrons absolument intégrer le savoir autochtone autour des tables de négociation de plus en plus. Ça se fait en ce moment. Ça peut aller encore plus rapidement parce qu'on se rend compte que ce sont d'excellents gestionnaires d'habitat quand on regarde ça dans l'ensemble. Vous l'avez tous vécu, nous avons eu une prise de conscience dans le domaine du climat qui a été assez spectaculaire. Vous vous souvenez de cette marée humaine à Montréal avec un personnage que vous voyez au centre de cette photo qui est rendu assez populaire, merci, qui a fait avancer cette cause. Et je pense sincèrement que la pression venue par cette jeunesse va nous permettre d'avancer. En tout cas, dans la lutte au changement climatique à l'international, nous avons certainement profité de cette pression des jeunes un peu partout à travers le monde pour faire avancer des dossiers. Bien sûr, ça pourrait aller plus vite, on pourrait en faire plus, mais ces machines internationales qui sont très, très lourdes et très difficiles à faire bouger, on fait des pas de géant. Et une des causes principales, c'est certainement la pression qui est venue de notre jeunesse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est vraiment particulier. Nous sommes dans un momentum que j'aurais pu espérer il y a très, très longtemps et on a fait des bonds de géants dans les dernières années et particulièrement dans la dernière année, principalement à cause de la pandémie. Il y a eu des liens qui ont été faits dans la tête des dirigeants qui sont parfois simplistes au niveau scientifique, mais qui ont permis de faire avancer beaucoup, beaucoup la cause de la biodiversité, la protection des habitats, etc. Puisqu'on a réussi à faire des liens précis entre l'environnement et la santé publique. Et je le disais, depuis plusieurs années, nous réussirons à faire des gains majeurs en environnement quand nous serons en mesure de relier l'environnement avec la santé publique, puisque c'est la priorité des priorités pour le grand public.
Vous avez entendu parler au cours, surtout de la dernière année, des engagements importants pour la carboneutralité pour 2050. Alors, la carboneutralité va nous permettre d'avancer beaucoup en termes de conservation et offre des opportunités uniques pour la recherche scientifique également. Pourquoi? Parce que, évidemment, la carboneutralité, et là, c'est vraiment une majorité de pays qui se sont engagés vers cette carboneutralité, c'est un équilibre entre les GES que l'on émet, bien sûr, mais les GES que l'on capte également. Et évidemment, on les capte comment? On peut avoir des méthodes techniques, physiques, qui coûtent très, très cher et qui ne sont pas encore au point. Mais surtout, la meilleure façon de capter ces GES, c'est par la conservation, par nos forêts, par nos océans, par nos prairies, par l'environnement. En ce moment, il y a vraiment un mouvement mondial pour une relance économique verte et durable basée sur cette carboneutralité. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs grands accords internationaux, mais rarement on a vu les budgets qui suivaient le discours. En ce moment, on est dans ce changement de paradigme et l'environnement est réellement devenu un thème transversal. Vous ne pouvez plus strictement parler d'économie et surtout, vous ne devez plus faire un affrontement entre économie et environnement. C'est une notion qu'on a essayé d'imposer à l'international pendant des décennies. Cette année, on a fait des bonds de géants. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement les plans de relance économique des différents gouvernements qui ont mis l'environnement au cœur de ces plans de relance, mais également les entreprises privées qui ont décidé de prendre des engagements pour une chaîne de production qui sera plus responsable, je dirais. Est-ce que tout ça fait de 2021 une année charnière? Est-ce que vraiment les enjeux environnementaux qui en ce moment se conjuguent, là, il y a deux grands thèmes, changement climatique et biodiversité. On le voit à l'international, c'est de plus en plus traité ensemble. On parle de plus en plus de plans de relance qui tiennent compte de la nature. Est-ce que 2021, avec ces deux grandes COP, celle de Glasgow en changement climatique et celle de Kunming en Chine en biodiversité, viendront confirmer ce vent de changement qui souffle en ce moment? Est-ce qu'on est vraiment dans un vent de changement? Est-ce qu'on est dans une brise qui est passagère? Est-ce que le changement de paradigme que l'on voit va vraiment s'opérer? Eh bien, évidemment, c'est l'histoire qui le dira. Mais au cœur de tout ça, le grand changement au cours des 18 derniers mois, je dirais, c'est la place qu'occupe maintenant la biodiversité, qui devient un élément de la solution à la crise sur les changements climatiques, par exemple, mais également, on a compris que c'est capital de protéger et de préserver et surtout de restaurer nos grands puits de carbone, que ce soit les océans, les forêts, les prairies, redonner au sol une certaine santé essentielle, puisque si on est 10 milliards à un moment donné sur cette planète, il va bien sûr falloir nourrir les gens. Donc, vous le voyez, il y a des changements qui s'opèrent à plusieurs niveaux. On est au début d'un changement je dirais, de façon de penser notre relation avec cette nature. Et la grande question demeure toujours la même. Est-ce qu'on est dans un vent de changement véritable qui va perdurer ou bien est-ce qu'on est dans une mesure temporaire en réaction face à la pandémie? Ce que l'on sait, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment une mobilisation planétaire pour la sauvegarde des milieux naturels et de la biodiversité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est en négociation en ce moment pour se préparer pour la prochaine COP en biodiversité qui aura lieu, comme je le disais, à Kunming en Chine. Normalement, quand on arrive à une COP, il y a eu évidemment plusieurs rencontres de négociation qui nous permettent, je dirais, d'arriver avec un cadre, avec une proposition qui contient à peu près 90 des solutions qui ont déjà été négociées. En ce moment, évidemment, faire des négociations à 190 pays en Zoom puis en Teams, c'est pas super.
Et donc, on est dans des rencontres qui sont plutôt informelles. Par contre, ça nous permet de voir un peu quelle est la position des différents pays sur les grandes cibles qui sont avancées pour le prochain cadre mondial en biodiversité. Mais le fait qu'on est que l'on soit dans des rencontres informelles fait que, évidemment, les pays qui ont avantage à ne pas faire avancer ce nouveau cadre mondial s'annoncent toujours avant leur intervention en disant nous sommes heureux de partager quelques idées avec vous, mais les négociations réelles ne se feront qu'en présentiel. Et donc là, évidemment, on a peur à certains délais. Kunming est prévu pour l'automne prochain en Chine, en présentiel, évidemment. Et donc, ça cause beaucoup, beaucoup de problèmes dans l'avancement des négociations. Le Québec est bien positionné puisqu'on représente l'ensemble des États fédérés. On est avec les villes également, donc l'ensemble des gouvernements locaux. On a un siège vraiment à la table de négociation. Et donc, ça nous permet vraiment d'être très, très actifs pour décider ensemble, évidemment, ce que sera l'avenir de la conservation sur la planète. Et c'est un enjeu extrêmement important. Le prochain cadre mondial en biodiversité met la table pour les 10 prochaines années. Un des thèmes principaux parle de la protection du territoire et c'est très ambitieux. On vise 30 de protection de la planète pour 2030. Évidemment, ce sera des aires protégées qui seront selon différentes définitions, principalement les définitions de l'UICN. Il y aura là-dedans beaucoup de discussions, à savoir quel est le pourcentage d'aires protégées strictes et quel est le pourcentage d'aires protégées, je dirais, de catégorie 6, ce qu'on appelle les autres mesures de conservation efficaces. Donc, grande négociation, mais le cadre est ambitieux. Le 30 ne sera pas discuté, je pense, de façon très, très longue, puisqu'il y a une coalition en ce moment. Et donc, on s'en va vers un 30 de protection de la planète. Évidemment, le diable est dans les détails et c'est au cours des négociations qu'on va être en mesure de bien s'entendre sur les fameuses définitions pour ce 30 Pourquoi je parle de changement de paradigme et de vent de changement? C'est que pour la première fois, on a des investissements majeurs qui suivent les promesses. Vous l'avez vu avec l'administration Biden, des montants impressionnants pour un changement, une période de transition qui mettra l'environnement au cœur vraiment des décisions. On parle de plus de 2 milliards de dollars, déjà un engagement pour la carboneutralité pour 2050. Les aires protégées, ils se sont déjà engagés pour protéger 30 du territoire pour 2030. Et c'est une tendance qu'on voit parmi les grands joueurs. L'Union européenne est vraiment joue un rôle en ce moment de leader à ce niveau-là. L'Allemagne, la France ont toutes intégré l'environnement dans leur plan de relance économique, ce qui me fait penser qu'on est peut-être vraiment pour la première fois dans une démarche qui sera réelle. Vous le savez, souvent, la grande problématique, c'est qu'on ne tient pas compte des budgets carbone dans la production. Et là, on est vraiment dans un changement également très important. Il y a un mécanisme d'ajustement aux frontières qui pourrait tenir compte vraiment du cycle de vie réel des produits. Et donc, il y aurait des compensations dans les marchés entre les pays en fonction soit du bilan du pays comme tel dans sa lutte au changement climatique et du respect de la biodiversité, ou encore en fonction du bilan du produit comme tel. Donc, on est en pleine négociation. C'est mené par l'Union européenne et donc, on va voir ce qui va se passer, mais c'est un mécanisme à suivre beaucoup. Tout ça basé sur quoi? Toujours sur cette carboneutralité pour 2050. Donc, vous le savez, l'administration Biden a annoncé qu'il y aura un grand sommet climat
le jour de la Terre en avril, là. Et donc, on attend avec impatience quels sont les engagements des États-Unis à ce niveau-là. Mais c'est clair que John Kerry, l'ambassadeur qui joue le rôle de vraiment clé au niveau planétaire pour les États-Unis dans la lutte au changement climatique, se promène beaucoup, travaille beaucoup avec les différents pays. Donc, on est vraiment dans une situation où il semble y avoir un réel changement au niveau d'établir cette relation avec la nature. Donc, année charnière qui nous permettrait peut-être de léguer une planète plus en santé, je dirais, pour les générations futures. C'est intéressant, la pandémie a un peu mis de côté la pression mise par les jeunes. On verra évidemment avec un retour à une certaine normalité, quelle sera cette pression. Encore une fois, elle est essentielle. Je pense qu'on peut miser sur cette jeunesse pour préparer demain. Et donc, on est vraiment au cœur d'un changement qui va être influencé par cette jeunesse et la pression qu'elle pourra. Donc, on est dans un mouvement de décarbonation de nos économies. Ça, c'est intéressant parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont décidé de vraiment faire le saut et de s'engager en ce sens-là. Je trouve ça intéressant parce que au niveau scientifique, ce que ça veut dire, c'est que nous devrons vraiment miser sur des méthodes pour être en mesure de bien évaluer les gaz à effet de serre qui sont captés par la nature. Puisque, évidemment, je pense qu'on s'en va vers une comptabilité mondiale. On a effectivement ce qui est émis comme GES, mais il faudra maintenant établir ce qui est capté par la nature. Et ça peut paraître technique, mais dites-vous que c'est au cœur des processus pour la conservation. Et donc, bien que ce soit technique, je pense que ça s'inscrit bien dans un mouvement là, pour augmenter la protection des habitats sur la planète. Donc, grosse année, on s'en va donc vers un nouveau plan mondial en biodiversité qui, je vous le dis, sera ambitieux parce que bien au-delà du 30 d'air protégé, il y a toute une série de cibles qui touchent à la fois les pesticides, la gestion des territoires aussi, ce sera très, très important. Et là-dedans, il y a une grande place pour la recherche scientifique, puisque pour être en mesure de protéger, il faut évidemment bien comprendre et donc on a besoin évidemment de la contribution de la science pour bien comprendre nos différents environnements. Donc, protection, gestion, restauration des écosystèmes, vraiment encore une fois basé sur la science. De nouvelles normes qui vont maintenant venir encadrer tout ce qui est agriculture, santé des sols, et vous l'avez vu, je dirais, on se dirige de plus en plus vers une autonomie alimentaire basée beaucoup sur le local, donc grand changement au niveau des chaînes de distribution. Et donc, beaucoup de travail à faire, pas besoin de vous dire qu'il y a certains obstacles là-dedans. Nous, on travaille de très, très près avec la FAO pour essayer de mettre au point différents mécanismes internationaux en collaboration avec l'Université Laval d'ailleurs, pour vraiment se donner des règles internationales qui permettront d'aller vers une plus grande autonomie alimentaire. Comme je le disais, une gouvernance également, des règles de gouvernance qui devront tenir compte de plus en plus des populations autochtones qui ont une gestion beaucoup plus efficace que la nôtre, certainement dans tout ce qui touche la conservation des territoires. Vous le savez, on va rentrer dans la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Et donc, ce sera très, très important de suivre ça de près pour être certain qu'on n'oubliera rien dans toute cette notion générale de conservation de la nature. On n'a pas été très bon, je dirais, pour préparer une planète en
en santé pour les générations de demain. Si on essaie de trouver un point positif, on a peut-être été meilleur pour leur léguer des valeurs environnementales qui seront au cœur des décisions de demain, puisque ce sont eux, les jeunes, qui auront le pouvoir demain. Et c'est peut-être la plus grande source d'espoir. Et donc, c'est très, très important. Vous êtes au cœur de ce changement sociétal en formant nos jeunes scientifiques de demain et ils auront un rôle à jouer, je dirais, qui surpasse le simple rôle de scientifique, mais un rôle sociétal important pour que la science soit toujours au cœur des décisions. Et ça, c'est ça en soi, si on réussit ça, ce sera déjà un acquis formidable. Dans mon dernier livre, j'ai essayé de trouver des pistes d'espoir, beaucoup. Et je me suis rendu compte que c'est cette jeunesse qu'on a un peu formée à avoir je dirais, des valeurs environnementales plus précieuses que ce que nous, on avait dans notre jeunesse. Et c'est peut-être la seule bonne chose qu'on a réussi à faire vraiment, en tout cas, une des bonnes choses. Et c'est là, pour moi, que réside l'espoir. On est dans une situation où on le voit bien, la gouvernance risque de changer. On fera une plus grande place aux peuples autochtones, aux communautés qui vivent dans ces territoires. L'Arctique, en ce moment, est en train d'être convoité par plusieurs pays. Plus que jamais, on a besoin des scientifiques autour de la table pour être certain que l'Arctique ne devient pas le nouvel Eldorado de l'exploitation des ressources pour demain. Donc, j'insiste sur le rôle que vous jouez dans ce changement en cours, sur l'importance de mettre la science au cœur des décisions, car vraiment, vraiment, on est en train de tracer le chemin pour demain. Et plus que jamais, on a une responsabilité, une obligation de bien faire les choses. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais dites-vous que la rapidité des changements en cours est telle que si nous ne faisons rien, l'avenir risque d'être difficile. Si vous le permettez, je vais vous amener en Arctique, juste pour vous montrer évidemment une petite scène. Il y en a eu plusieurs, mais j'ai pensé que celle-là pouvait peut-être vous remettre un peu dans le contexte que moi j'ai vécu durant toutes ces années. Alors, je vous invite à un petit voyage, 3 minutes à peine, en Arctique. Les premiers signes d'une banquise en devenir soutiennent à peine cet ours impatient. Il s'aventure malgré tout, désespéré de retrouver une glace ferme qui lui permettra de chasser à nouveau. Peut-être un peu d'espoir.
Une plaque de glace, fragile mais stable. Assez pour supporter son poids. Mais ce fragment de banquise en formation n'est qu'illusion. Plus loin au large, encore rien pour accueillir l'impatience du seigneur de l'Arctique. Le regard sur l'horizon, l'ours polaire cherche en vain une voie pour survivre. Son avenir repose sur un territoire changeant et instable. Et si rien n'est fait rapidement pour stabiliser la hausse appréhendée des températures de l'Arctique, il pourrait bien devenir la triste icône d'une planète en déclin. Voilà. Soyez, allez-y avec vos questions. Je suis là vraiment pour répondre à toutes vos questions. Pas de gêne, ça en prend toujours un pour briser la glace, comme on dit, mais allez-y, ça va me faire plaisir. Parfait, je vais essayer de gérer le flot de questions pour Jean. Donc, je vous invite à soit les écrire dans le Q&A ou juste mentionner que vous avez une question à poser et je vous donnerai la parole. Donc, je pourrais commencer avec une première question et faire un lien avec cette question-là. Il y a un commentaire qui a été mis dans le chat. Jean t'a mentionné que les populations autochtones semblent avoir peut-être une gestion peut-être plus efficace ou éclairée au niveau des ressources naturelles. Est-ce que la question, en fait, demande qu'est-ce qui est fait pour donner justement à la fois des moyens aux populations autochtones de prendre en main davantage cette gestion-là. Évidemment, on sait aussi qu'il y a des enjeux croisés où la gestion est souvent sous la responsabilité de ministères, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des mesures mises en place et est-ce qu'aussi il y a peut-être des intervenants autochtones qui permettent de faire un transfert de connaissances vers le sud, entre guillemets, on va peut-être parler du nord, est-ce qu'on peut apprendre, nous, au niveau des ministères et des gestionnaires, de ce qui se fait dans le Nord, ou on a tendance à plutôt toujours essayer d'aller dans l'autre sens, qui n'est peut-être pas le bon sens finalement, là? Ben, c'est une excellente question. En fait, il y a encore une fois, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. À l'international, ils ont vraiment maintenant une voix très, très forte. Ils sont vraiment représentés autour de la table. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un changement au niveau, je dirais, de la recherche scientifique. On le voit, par exemple, au Canada, avec NICER, avec cette nouvelle politique, là, National Inuit... vas-y, Jean-Éric. Ah, c'est la research strategy, là. Voilà, Ouais. exactement. Donc, de plus en plus, on veut que la recherche scientifique soit faite en fonction des besoins des populations locales, mais aussi par les populations locales. Donc, on est dans une ouverture, dans un changement de façon de faire qui va permettre, évidemment, à ces populations d'être en mesure d'adapter même la recherche scientifique selon leurs besoins. C'est un petit point. À l'international, comme je le disais, ils ont de plus en plus de place autour de la table des négociations et on se rend compte que le savoir traditionnel commence tranquillement, je vous l'avoue, il y a encore beaucoup de travail à faire, commence à s'intégrer dans les prises de décision. Au niveau plus local, bien que je suis moins impliqué là, sur les règles locales du gouvernement du Québec, on le sait, il y a la Société du Plan Nord qui a une table de concertation. Je ne peux pas vous en dire davantage puisque mon mandat est beaucoup plus à l'international. Mais donc, on le voit bien, là, il y a une tendance pour les intégrer davantage. Et je dirais que c'est peut-être ce qui va le plus vite de tous les points de changement en ce moment. Par exemple, je siège au Conseil de l'Arctique sous la délégation canadienne et on voit bien que les priorités là, sont principalement sur l'intégration justement du savoir autochtone, de la place
que les Autochtones peuvent avoir autour des tables de négociation. Et l'autre priorité, c'est la jeunesse. Donc, on est vraiment là dans quelque chose de nouveau. Bien franchement, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais ils sont certainement écoutés davantage comparé à il y a quelques années. Mais encore beaucoup de travail à faire. Parfait, merci. Je vais continuer. Moi, j'aurais une question aussi pour toi. Tu as parlé de la décennie, évidemment, de la restauration des écosystèmes qui est très importante. Il y a une nouvelle décennie aussi qui s'amorce aux Nations unies, qui est celle des sciences océaniques au service du développement durable. Évidemment, ça nous interpelle à l'INQ, mais surtout à Québec Océan, là, qui est en ce moment prépare son renouvellement et qui va l'articuler autour de cette décennie-là. On a récemment eu une réunion avec les gens du ministère des Pêches et des Océans fédéral pour voir un peu qu'est-ce qui se tramait au niveau fédéral là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des choses aussi qui se discutent au niveau provincial, soit à l'interne ou à l'international à ce sujet-là? Ben, surtout à l'international. Je vous ferai pas de cachette. Le fameux 30% d'air protégé qui est visé pour 2030, il est à la fois terrestre et marin. Terrestre, je pense qu'on va y arriver sans problème. On sent le consensus. Marin, c'est plus difficile. Bien franchement, c'est plus difficile et c'est là où il va falloir être très, très attentif sur les définitions d'air protégé, parce en ce moment, il y a des définitions d'air protégé qui permettent l'exploitation du gaz et du pétrole. Pour moi, ce n'est pas tout à fait une notion d'air protégé qui est souhaitable. Bref, je ne me prononcerai pas personnellement, mais disons que ça va beaucoup. Là, ça va négocier fort, vraiment, dans tout ce qui est protection de nos océans. Le grand défi également, c'est d'y aller avec des protections qui sont représentatives des écosystèmes. Et ça, c'est vrai autant terrestre que marin. Souvent, on veut remplir la petite case. Tu sais, comme là, il va falloir remplir 30%. Mais c'est important de faire, encore une fois, que la science soit au cœur de ces décisions-là pour qu'il y ait une représentativité des écosystèmes. Ce que je dis tout le temps à nos équipes, c'est qu'il faut absolument que dans ce processus international, au final, il faut que la biodiversité gagne. C'est inévitable. Donc, ça va être difficile au niveau marin. On a peu de détails sur l'engagement du Canada, entre autres, parce que vous le savez, c'est de compétences fédérales principalement. Donc, on a peu de programmes. Là. On ne sait pas encore trop ce qui va se faire. Mais comme on sera dans ce mouvement général là, pour la conservation, je m'attends à ce que, bien sûr, il y ait des engagements formels, qui est également je dirais, des programmes de recherche très, 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 très importants. Principalement dans l'Arctique, on est en négociation en ce moment avec différents pays pour des programmes de recherche qui seront importants. Et ce qu'on essaie de faire, nous, c'est justement d'amener cette nouvelle politique nationale inuit sur la recherche scientifique pour qu'elle devienne un standard. Alors, si vous voulez venir faire de la recherche ici, vous devrez suivre les règles de base de cette nouvelle politique qui inclut les Autochtones et le savoir traditionnel. Donc, vous voyez, là, ce sont de grands défis et ça va très, très vite. Mais je pense que ce sont des défis qui sont importants parce qu'on ne peut plus continuer comme on le faisait avant. Ça, c'est clair. Je pense que le message est compris de tous. On doit maintenant changer nos façons de faire. Alors, on ne peut plus attendre. Il faut bouger maintenant. Merci. Je vais voir dans le Q&A. Alors, je vais lire la question puisqu'elle est assez longue. Donc, c'est une question de Rebecca Hennigs. Merci de nous donner un peu d'espoir avec les côtés positifs de la pandémie qui semblent vraiment favoriser un changement de perspective, entraînant aussi des investissements majeurs pour protéger l'environnement. Je me demandais si vous considérez que la lutte au changement climatique semble profiter de la pandémie plus à long terme avec tout ce qui se met en branle au niveau international, ou est-ce que certaines
priorités plus climatiques sont et seront mises en pause pour s'attaquer à tous les défis actuels de société, que ce soit économique ou des enjeux de santé en lien avec la pandémie. Donc, en fait, c'est une question qu'on se pose en général, où est-ce que donc les fonds de recherche pendant une certaine période vont être un petit peu canalisés davantage vers du réactif plutôt que du proactif là, en termes d'environnement? C'est une excellente question. J'aimerais avoir une boule de cristal pour donner une réponse à 100% sûre, mais ce que je vois vraiment, c'est qu'il n'y aura certainement pas de diminution pour la recherche scientifique. Ça, c'est certain. On se rend compte qu'elle fait partie maintenant de la majorité des décisions. Là, je pense qu'on a eu, c'est peut-être un retour de balancier après une certaine administration au sud de nous qui a mis la science de côté. Là, on est vraiment donc dans un retour du balancier. Donc, je ne m'en ferai pas trop pour les budgets de recherche, ce qui peut affecter les budgets de recherche. Par contre, c'est certain que, comme vous le voyez, il y a un endettement spectaculaire, évidemment, suite à la pandémie. Là. Et un jour, j'imagine qu'il va falloir qu'il y ait des mesures pour rembourser ces 450 milliards qu'on vient de mettre en réaction à la pandémie. Alors, mais ça va toucher un petit peu tout le monde. Mais je ne crois pas que la recherche scientifique va être mise de côté, bien au contraire. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir à quel point les grands thèmes environnementaux font maintenant front commun. Jamais on a mis une place aussi importante à la biodiversité. Et comment ça s'est fait en termes de communication? C'est qu'on s'est rendu compte que c'est par la nature qu'on pouvait trouver une grande partie des solutions pour la lutte au changement climatique. Et donc, de plus en plus, les deux grandes conventions onusiennes travaillent ensemble pour avoir une approche qui sera beaucoup plus englobante, beaucoup plus globale. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que en termes de communication, on a peut-être atteint aussi un certain, comment dire, un certain pic, en termes de lutte au changement climatique. Je m'explique. C'est difficile d'être positif, si on veut, dans le message, dans la lutte au changement climatique. C'est peut-être plus facile de l'être si on y va avec une approche globale qui concerne la nature, donc biodiversité, changement climatique, les sols, l'alimentation, etc. Pourquoi? Parce que cette nature, on l'aime. Il n'y a personne qui est pour la destruction de la nature. Et donc, on a avantage, et c'est un réflexe tout à fait naturel, de protéger ce que l'on aime. Donc, peut-être qu'en termes de communication, on va faire des gains énormes, justement, en mettant ensemble cette nature qui est vraiment au cœur de la stratégie. Là, tu vois. Donc, changement climatique, biodiversité, nature, sol, etc. Donc, mais évidemment, c'est l'histoire qui va nous démontrer si cette tendance, elle va être durable ou pas. Ouais. Moi, j'ai une question qui nous amène un peu au champ gauche, je dirais, mais on assiste en ce moment, tu as parlé beaucoup de diplomatie internationale, puis de volonté, évidemment, en haut lieu, de faire changer les choses. Mais on semble assister en ce moment aussi à une je vais avoir de la misère à le prononcer, là, mais juridiarisation, d'une certaine manière, du débat écologique, où des groupes de citoyens poursuivent carrément maintenant les gouvernements soit pour cause d'inaction ou en tout cas pour faire bouger les choses davantage. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est porteur, ou ça reste symbolique? Est-ce que tu sens qu'il y a une préoccupation réelle là, des gouvernements à l'international face à ce genre de choses-là, ou c'est plutôt anecdotique selon toi? Ben, écoute, bien franchement, on ne le sent pas beaucoup. OK. Dans les grandes rencontres internationales. On trouve ça important parce que c'est dans une tendance, parce que mais c'est pas quelque chose que l'on discute beaucoup, là, franchement. Donc, moi, je trouve ça important parce que ça montre évidemment qu'il y a vraiment un mouvement sociétal qui est important. Alors, pour moi, je trouve ça bien qu'on se serve en fait des mécanismes qui sont en place pour essayer d'accélérer
cette période de transition. Ouais. Mais en toute franchise, dans les corridors de nos rencontres, c'est pas quelque chose qui est discuté beaucoup. Mais j'enlève rien à la démarche. Ouais. Mais je pense que on est tellement dans des... vous savez, c'est vraiment drôle. Une négociation, là, évidemment, là, on n'est pas en présentiel, mais règle générale, vous avez des séances plénières de l'ONU et puis vous avez toutes les rencontres de corridor. Et c'est là où, tu sais, tu as une rencontre avec le Brésil, supposons, puis là, tu sais, les autres ne veulent pas telle affaire, puis là, tu as des ministres qui disent, ben on donne ça, donne-moi ça. Tu sais, c'est vraiment, vraiment... je dirais que les plus grandes avancées se font dans les corridors et non pas durant les séances plénières de l'ONU comme telles. Là, tu vois. Et donc, c'est intéressant de voir cette dynamique-là. Bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez une question brûlante, là, ça serait le moment de la poser. Sinon, ben, moi, j'ajouterais ma voix à celle de Rebecca pour te remercier de nous avoir donné en fait un aperçu positif et je dirais optimiste du futur puis des démarches en cours. C'est souvent facile de plutôt verser vers le côté alarmiste puis de se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très positif, ta conférence aujourd'hui. Puis ben, je t'en remercie, en fait, de nous donner ce souffle-là. Ben, merci Jean-Éric et je m'en voudrais de ne pas rappeler l'importance de ce que vous êtes en train de faire, de mettre les pierres à une fondation nouvelle qui va vraiment s'ériger sur des bases, on l'espère, solides. Et pour ça, ben, on a besoin de la science, on a besoin d'une formation de nos jeunes qui est basée sur des faits. On l'a vécu pendant 4 ans, on sait comment c'est important. Alors, continuez votre bon travail et gardons espoir. Merci beaucoup. Merci à vous.